Bonjour. Donc, je suis venu à votre invitation. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Ma vie s'est déroulée en Algérie pour une bonne partie, puisque je suis né à Annaba aujourd'hui, en 1926. Vous voyez, ça fait long, ça me fait 89 ans. J'y suis resté jusqu'en 71, c'est-à-dire 9 ans après l'indépendance, au service de l'Algérie, parce que l'Algérie me tient à cœur et que j'y ai beaucoup d'amis. Alors, en 1954, j'étais instituteur à Soukaras. Soukaras, c'est une petite ville de 20 000 habitants à l'époque, près de la frontière tunisienne. Et on avait créé un no man's land entre la frontière tunisienne et la région de Soukaras. Donc, les populations avaient été évincées de ces territoires et s'étaient repliées sur Soukaras. J'étais instituteur à Soukaras, j'avais des enfants algériens dans ma classe. Et ces élèves vivaient dans des gourbis. Ils ne vivaient pas dans des maisons, parce qu'ils étaient repliés, ils avaient vendu ce qu'ils possédaient, les moutons et les poules, il ne restait plus rien. Et à travers ces élèves, je sentais la misère de ces enfants, et nous avons créé à Soukaras l'entraide fraternelle. Le Secours catholique nous avait proposé de nous envoyer des vivres, des vêtements à distribuer aux populations, mais on n'a pas voulu le faire au nom du Secours catholique, on l'a fait au nom de l'entraide fraternelle, où il y avait des chrétiens, des musulmans, des athées, des juifs qui participaient avec nous. Ces manières de faire ne plaisaient pas à tout le monde. Et les Français d'Algérie ne voulaient pas qu'on aide les populations algériennes. Et on s'est fait des ennemis comme ça. C'est comme ça qu'on a vécu les débuts de cette guerre d'Algérie. Et à partir de là, eh bien, nous étions un peu marqués parce que nous avions aussi pris position publiquement dans la ville. Nous avions interpellé le maire de Soukaras de l'époque en lui disant qu'il fallait beaucoup plus d'attention les uns les autres pour que les populations arrivent à échanger et à se comprendre et qu'on n'aille pas vers un affrontement total. Mais avec les uns, c'est-à-dire l'OAS, et avec d'autre côté le FLN qui voulait sa libération, la libération du pays, les choses n'ont fait qu'endurcir et nous avons eu des scènes d'affrontements terribles. Moi, je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi l'OAS vous en voulait. Pourquoi elle en avait après vous. L'OAS ne voulait pas qu'on aide les populations. C'était du racisme. Il ne fallait pas aider les populations et nous étions mis à l'écart de cette façon. Là, les Français de souche qui étaient en Algérie étaient mobilisés dans ce qu'on appelle la territoriale. C'était des civils qui prenaient des services, parfois, et qui devaient contrôler la population. Et quand nous étions sur des postes de contrôle, on vérifiait qu'on n'ennuie pas les gens, qu'on respecte les gens. Et nos interventions pour le respect des personnes nous a valu, un jour, on est venu nous dire « Vous êtes exclus des territoriales, on ne veut pas de gens comme vous ». Voilà encore une raison pour laquelle nous avons été mis à l'index. Et au bout, on ne devait plus nous parler. On avait été mis en quarantaine et nous étions un peu coupés de la population française, mais pas de la population algérienne. J'aimerais bien que vous expliquiez exactement ce que vous avez fait pendant la guerre. Quelle a été votre action, votre principale action, à part aider les gens? Enfin, vous avez que aidé les gens ou vous avez fait autre chose? Je ne comprends pas la question. Je sais pas comment dire. En gros, vous avez aidé les gens, mais vous avez fait quelque chose d'autre? Vous avez Non, on a aidé les gens essentiellement, mais on a pris aussi des positions politiques parce qu'on a dénoncé ce qui n'allait pas. La torture est interdite. On n'acceptait pas la torture. Nous avions des militaires que nous connaissions qui étaient dans les services de santé militaire. Quand quelqu'un était torturé très gravement, on l'envoyait à l'infirmerie pour le retorturer après. On n'acceptait pas ça et on le dénonçait. Et comme le général de Gaulle avait créé cette commission pour les droits de l'homme en Algérie, nous lui avons écrit toutes les scènes, tous les comptes rendus qui nous avaient été faits. Alors bien sûr que l'organisation armée secrète, après, voulait créer la scission entre les populations pieds noirs et les populations algériennes. On obligeait les populations pieds noirs à frapper aux fenêtres sur des casseroles Algérie française. Et pour les marquer
Et après, ces populations ont pris peur. Et en 62, elles ont quitté l'Algérie prématurément. Tout le monde avait peur parce qu'on leur avait dit « vous allez être assassinés, on va tuer des gens de partout ». Et les gens sont partis, ont tout abandonné parce que la peur était là et qu'on les avait marqués par des actions de ce genre-là. Quand vous dites « nous », vous parlez de qui? Je parle des amis que j'avais, qui étaient engagés avec moi. Figurez-vous qu'il y a eu un jour un prêtre de Soukaras, le père Kerlan, qui a été expulsé de Soukaras à cause de nos positions. Et le père Kerlan s'est retrouvé à Alger avec Jean Daniel, qui était un grand journaliste du Nouvel Observateur. Et Jean Daniel a organisé une rencontre Kerlan-Lacoste. Lacoste, c'était le gouverneur général de l'Algérie. Et Lacoste lui a dit, d'abord, je ne comprends pas qu'il y ait des curés à ma gauche. Et après, il lui a dit, et puis quelles sont vos fréquentations avec ces instituteurs communistes? Les 3 instituteurs communistes, c'était moi-même et puis 2 autres collègues. Alors donc, voyez, nous, c'est ces personnes qui étaient dans la mouvance, comme les libéraux d'Alger, comme les libéraux de Constantine, qui étaient des gens qui résistaient, qui ne voulaient pas accepter cette fracture entre les populations algériennes. C'est quoi, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être du côté des Algériens? Eh bien, c'est l'amitié, c'est le besoin de justice. J'ai trouvé que quand en 1945, j'ai vu comment on traitait d'anciens militaires qui s'étaient battus pour la France et qu'on ne voulait pas leur donner des droits, qu'on mettait en prison de gens de manière préventive, c'était pas acceptable. Il faut quand même que le droit soit valable pour tout le monde. Nous, nous enseignons dans nos écoles liberté, égalité, fraternité. Et puis on ne pouvait pas accepter que le contraire se passe dans la vie quotidienne. Il y avait bien un moyen quand même de faire les choses autrement. Parce qu'au début, les Algériens, on a dû vous le dire, ne réclamaient pas l'indépendance. Ils réclamaient une certaine autonomie. Ils voulaient garder leurs pieds noirs parce que c'était des cadres dont ils avaient besoin. Il faut bien penser qu'en 62, l'Algérie s'est vidée. Ça a été une terrible hémorragie. Et après, il a fallu reconstituer les cadres. Mais ce qui était formidable, c'est que les enfants avaient un tel besoin d'apprendre, mais c'était incroyable. Moi, j'avais nos appartements au-dessus de l'école. Mais je voyais, quand les enfants arrivaient, ils étaient assis sur le trottoir, ils sortaient leurs livres et ils apprenaient leurs leçons. Mais tout le long, comme ça. C'était quand même quelque chose, une envie de s'instruire qui était très, 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 très grave, très grande. Et c'est des gens qui avaient envie de réussir, qui avaient envie de servir les autres, et c'est pour ça qu'ils faisaient leurs études. Pas pour eux-mêmes, mais pour que ça rejaillisse sur les autres. Et ça nous a conquis. On ne peut pas passer à côté de témoignages comme cela et rester insensible. Est-ce que ça a posé problème le fait que vous soyez pieds noirs et que les élèves soient algériens? Moi non, pas du tout. Et justement, ce que je vous disais au début, qu'il y avait des sentiments d'amitié, de compréhension et de solidarité. Parce que les colons qui ont caché des ouvriers, ou les ouvriers qui ont caché des colons, eh bien, c'est des choses qui ont existé dès 1945. Il y avait des amitiés envers des gens que l'on connaissait. Et après, on disait, les Arabes sont ceci, ou les pieds noirs sont cela. Alors que concrètement, au niveau des personnes, il y avait des relations. Il y a toujours des relations. J'ai fait partie d'un club de basket à Soukaras où nous étions mêlés. Nous jouions ensemble, un peu comme dans nos clubs aujourd'hui ici. Vous dites que les élèves, ils étaient mélangés. Est-ce qu'il y avait des tensions entre eux? Ils n'étaient pas mélangés dans nos écoles puisque nous, on faisait partie du corps des Français musulmans. Donc les Français musulmans étaient à part dans ces écoles. Ils étaient séparés. C'était une école où nous n'y avions que des Français musulmans. J'y avais mes enfants, oui, parce qu'ils ont fréquenté toujours cette école, mais pas les autres. Comment ça se fait que vous avez cet avis-là par rapport aux Algériens et vous n'avez pas suivi les autres Européens? Il faut remonter assez tôt parce que dans l'histoire, j'ai fréquenté l'école publique. Dans l'école publique, on se fréquentait avec tous les élèves de la même classe et on essayait de se comprendre. Et puis j'ai fait du scoutisme. Et dans le scoutisme, on dit que le scout est l'ami de tous et le frère de tout autre scout.
Et à travers le scoutisme, il y avait des scouts catholiques, il y avait des scouts protestants, il y avait des scouts juifs, il y avait des scouts musulmans algériens. Et puis j'ai été aussi instituteur d'enfants algériens. C'était des classes spéciales. Nous avions, après les événements de 1945, le général de Gaulle, on a dû vous dire, avait créé un grand plan de scolarisation pour les Français musulmans. Donc tous mes enfants étaient des enfants algériens qui vivaient dans cette situation de misère. Ils habitaient, aujourd'hui, vous voyez les parents qui accompagnent les enfants devant les écoles, eux faisaient des kilomètres à pied, ils arrivaient dans la boue, ils traversaient 2-3 kilomètres, ils traversaient les champs, et on comprenait donc la misère de ces personnes, et de l'intérieur, on était en vie commune, on était très proche de la vie des gens au quotidien, et dans cette vie quotidienne, eh bien, il se crée des amitiés, des appréciations. Tant qu'il n'y a pas de connaissance, eh bien, on traite les gens globalement et dans une profonde injustice. Alors que tant qu'on est les personnes, les choses s'établissent autrement et on juge les personnes vraiment à leur valeur exacte. Est-ce que un jour, dans une école, il y a une maman qui est venue vous voir ou vous dire oui, je veux plus envoyer mon enfant à l'école puisqu'on a des problèmes ou quoi que ce soit comme ça? Ah ben, je voyais souvent les parents venaient nous voir parce que quand j'en suis à mon premier poste, à Bled Gaffar, quand je suis arrivé, j'ai pris la succession d'une dame qui a pris sa retraite et elle n'avait que 5 élèves. Et pourtant, je voyais dans le village beaucoup d'enfants qui n'étaient pas scolarisés. Alors je suis allé voir les parents et j'ai dit mais l'école est ouverte aussi pour eux, il faut qu'ils viennent. Et je suis monté à 18 élèves. Donc ces enfants étaient un peu abandonnés. Mais quand on a une conscience de notre métier, on ne peut pas accepter ces situations. Donc on se forme au quotidien. Au quotidien, quand on est à l'écoute des autres, quand on veut partager des choses, eh bien, on a une autre attitude. On ne condamne plus et on essaye de faire avancer les choses, chacun à notre petite place. Quand je suis rentré à Lyon, donc en 1971, eh bien, dans mon école de la Croix-Rousse, je recevais les parents et je pouvais parler en arabe avec les parents. Mais les parents étaient tout à fait contents parce que sans ça, quand on convoquait les parents, c'était le gamin de 8 ans qui traduisait. Donc c'était quand même pas un contact valable quand l'enfant traduisait à sa manière. Alors que là, nous avions des contacts vrais avec les familles et les familles venaient volontiers dans mon bureau. Moi, j'ai 2 questions, mais qui sont plutôt liées. Alors, la première, c'est comment vous avez appris l'arabe? Et du coup, la deuxième question, c'est l'origine de votre famille. Ma famille est d'origine maltaise, enfin maltais, parce qu'il y a des Maltais, il y a des Lorrains, il y a des Italiens dans mes ascendants. Ils sont arrivés en Algérie, c'est mes grands-parents qui sont arrivés en Algérie. Mes parents sont nés en Algérie et nous y avons vécu. J'ai appris l'arabe au lycée parce que c'était ma première langue, mais je n'ai pas appris grand-chose au lycée. Mais à partir de 1945, j'ai été nommé à Guémar, c'était dans le sud algérien, au Sahara, et là, nous étions 4 instituteurs français, et puis dans une population de 20 000 habitants soufis, c'était l'Oued Souf, et qui ne parlaient qu'arabe. Donc quand on allait au marché, les transactions se faisaient en arabe, et puis on prenait le thé. Quand on allait au marché, on prenait le thé chez les habitants, chez les commerçants, allait entrer, prenait le thé, et là, on parlait arabe. Et c'est comme ça que j'ai appris l'arabe, et pendant ces 2 années, eh bien, nous pratiquions l'arabe couramment. C'était en 45-47. Est-ce que vos enfants, ils vous ont soutenu dans ce que vous faisiez ou ils étaient trop petits? Et mes enfants étaient petits. Bon, on a 5 enfants. On a eu 5 enfants. Ils sont tous nés à Soukaras et à la maison. Quand on a dû quitter l'Algérie, c'était un mardi soir. Ils ont fait leur devoir pour le mercredi, ceux qui allaient à l'école. Il y en avait que 2 qui allaient à l'école. Les autres étaient trop petits. Et on les a couchés. Et puis le matin, à 4 heures du matin, l'armée était là pour nous prendre. Nous sommes rentrés donc les 7 dans une, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qu'était une 203 avec le chauffeur militaire, et derrière, il y avait une jeep d'escorte qui a pris nos bagages. Et on a fait Soukaras à Naba, il a fallu ouvrir
les postes de sécurité, parce qu'il y avait des checkpoints à tout le long de la route à ouvrir. Et puis, on est arrivé à Bonn comme ça. Mais nos enfants ont accepté, nous faisaient confiance et ne nous ont jamais reproché toutes nos aventures. C'est vrai que c'était un peu risqué quand on revoit maintenant, avec la sagesse qu'on a aujourd'hui, les assurances qu'on prend pour ceci et pour cela, mais à l'époque, on était tellement porté par le besoin de justice qu'on ne tenait pas compte de tout ça. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on vous mettait en quarantaine. Qu'est-ce qu'ils faisaient pour vous mettre en quarantaine? C'est la pression de l'OAS qui disait aux gens qu'il ne fallait plus nous parler puisque nous avions choisi notre camp. Alors on nous mettait dans un camp. C'est une manière de marquer qu'on ne voulait pas de l'action que nous menions sur Soukaras. Il ne faut pas se soumettre, il ne faut pas se soumettre. Il faut toujours réfléchir. Quand on est dans le droit, on reste dans le droit. Les pressions extérieures, c'est quelque chose qu'il faut oublier. Il faut rester dans ce qu'on a conscience de faire. Surtout aujourd'hui, vous savez. Avec les médias, on apprend beaucoup de choses, mais il faut savoir garder la justice et une réflexion personnelle. Chaque personne a besoin d'être écoutée pour ce qu'elle est. Est-ce que l'indépendance, ça vous a posé un problème? Est-ce que vous aviez l'impression de perdre des amis ou pas? Que ça allait vous séparer? À l'indépendance, je n'étais pas en Algérie, puisque le 13 mars, nous étions partis. On avait dû quitter l'Algérie. Mais quand nous sommes rentrés, le 21 juillet, tout de suite, les Algériens m'ont demandé d'être adjoint au maire de Soukaras, au premier maire après l'indépendance, et j'ai été chargé de préparer la rentrée scolaire de 1962. Cette rentrée scolaire était très difficile parce que d'abord, beaucoup d'enseignants français étaient partis, certains sont revenus et d'autres ne sont pas revenus. Ils ont été remplacés par un recrutement qui s'est fait en France par des coopérants. C'était des jeunes de votre âge, d'un peu plus de 18 ans, qui étaient recrutés en France avec le BEPC, c'est tout. Et puis après, nous avions aussi des coopérants des pays arabes qui venaient aider, puisqu'une certaine arabisation s'était lancée. Donc il fallait créer des écoles. Or, créer des écoles à Soukaras, c'était difficile, mais il y avait beaucoup de casernes, parce que Soukaras, c'était une ville frontière. Donc j'étais allé voir le colonel Atalia, qui était un colonel du FLN, qui était très dur, et je suis allé lui demander une caserne pour les enfants, lui disant, les militaires, ça peut coucher dehors, mais les enfants ont besoin d'une caserne. Et le maire de Soukaras, qui était algérien, me disait, mais t'es fou, il me donnait des coups de pied sous la table en me disant, il faut te taire. Et il est allé voir l'état-major, il est revenu, il m'a donné une caserne. Ça a été la première caserne d'Algérie à être transformée en école. Et 2 ans après, quand le colonel Boumedienne était devenu chef d'État, il a dit, il y a trop de casernes, il faut en faire des écoles. J'ai été très content de la chose. Vous avez dit que vous êtes parti 9 ans après la guerre. Vous êtes rentré en France? On est rentré en France en 71. La guerre s'est terminée en 62. Et je voulais savoir pourquoi vous êtes rentré en France et pourquoi vous n'êtes pas resté là-bas. Mais parce qu'en 71, l'Algérie avait décidé d'algérianiser l'enseignement primaire. Alors les autorités m'ont dit, mais pour vous, on peut faire une exception. J'ai dit non, je n'aime pas les exceptions. C'est la loi, je respecte la loi, nous rentrons. J'avais déjà un fils en études à Lyon, et on a dit, bon, ben, ça tombe bien, nous partons, mais on nous avait donné la possibilité de rester tant qu'on voudrait. Mais ce n'est pas des situations favorables, on a l'air de bénéficier davantage, et je n'ai jamais accepté davantage. En fait, on a vu beaucoup d'autres témoignages, et vous, quand vous nous racontez, enfin, ça a l'air plutôt une guerre pas terrible, alors qu'il y a des gens qui disent que ça a été une guerre... Enfin... C'est une guerre quand même très dure, bien sûr, parce que quand vous avez des troupes, des résistants, ils n'ont pas les mêmes moyens qu'une armée, avec des chars, avec des half-tracks, avec des avions, avec des hélicoptères. Ce n'est pas les mêmes moyens qui sont mis en œuvre. Bien sûr, il y a un déséquilibre, et dans la mortalité, c'est effrayant, car toutes les familles algériennes ont eu des disparus pendant la guerre. Et c'est plutôt l'Algérie qui a beaucoup souffert ou la France, enfin, par rapport aux familles et tout? Ah, l'Algérie a beaucoup plus souffert que la France de la guerre, c'est sûr.
Bien sûr, parce que vous avez, je vous dis, alors on parle de millions quand même, d'1 million de tués. On peut penser qu'il y en a peut-être 500 000, 600 000, mais il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que vous aviez des gens quand même, vous aviez eu des mechtas, des villages complètement anéantis par les bombardements. Parce que des gens se cachaient dedans. Ce n'est pas des choses à faire, c'était des punitions collectives. Or, les lois internationales interdisent les punitions collectives. On n'a pas à faire de punitions collectives. Chacun est responsable de sa vie, et quand on vous punit parce que quelqu'un d'autre de votre famille a fait quelque chose, c'est proprement injuste et inacceptable. Donc vous gardez, malgré la guerre, un souvenir en fait plutôt positif de l'Algérie? Ah ben oui, je garde un positif parce que c'était quand même une guerre juste qui voulait, un besoin d'émancipation. C'est un besoin qui s'est répandu dans le monde entier. Il n'y a plus de colonies. Toutes les colonies sont quand même condamnées. Le colonialisme est condamné aujourd'hui partout. On comprend que chaque homme, avant, on établissait assez facilement qu'il y avait des hommes d'un premier degré et des hommes d'un deuxième degré. Vous aviez le premier collège en Algérie et le deuxième collège. Ce n'étaient pas des mêmes citoyens. Donc, les uns avaient des députés pour représenter 10 000 personnes, les autres en représentaient 100 000, et ceux qui représentaient 100 000 n'étaient même pas élus correctement. Alors, vous voyez que... Mais au niveau de l'amitié et de la fraternité et de la solidarité, il y a eu des choses qui dépassent la compréhension d'aujourd'hui. Aujourd'hui, d'ailleurs, même là-bas, les égoïsmes s'installent. C'est le chacun pour soi, et vous entendez ici comme ici aussi, c'est pas mon problème. Eh bien oui, si on dit chacun c'est pas mon problème, on se divise, c'est la déliquescence. C'était quoi votre religion à l'époque? Je suis catholique. Chrétien mais catholique ouvert. D'accord. C'est-à-dire je ne veux pas condamner personne, je veux écouter les autres. Vous savez, quand on a des enfants, des petits-enfants de votre âge, des arrière-petits-enfants, les cheminements sont très divers, et on accepte de voir évoluer les gens et être à l'écoute. L'écoute, le principal, vous savez, à Soukaras, c'est la ville de naissance de Saint-Augustin. Saint-Augustin, c'est un grand penseur chrétien et qui disait « Aime et fais ce que tu veux ». Je crois que c'est le plus grand message qu'on puisse donner.